Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Réunion Première. Voici les titres de l'actualité. Possible retour de la dengue à la Réunion avec 3 cas suspects à Saint-Joseph. L'ARS a déjà lancé une opération de démoustication. Les détails dans ce journal. Des pierres, des galets, des fruits. Les automobilistes qui empruntent le boulevard Sud prennent un risque, celui de les recevoir sur leur pare-brise. Nous verrons ça dans un instant. Le suicide d'un jeune homosexuel mercredi. Nous verrons quel regard portent les Réunionnais sur l'homosexualité et nous en parlerons avec notre invité Stéphane Ducamp de l'association Horizon qui lutte contre l'exclusion liée à l'orientation sexuelle. Enfin, une belle histoire, celle d'un sauvetage inédit. Un jeune plongeur a libéré une baleine piégée par un filet de pêche au large des îles Canaries. Le récit en fin d'édition. Je vous en parlais dans les titres, le possible retour de la dengue dans notre île avec 3 cas suspects à Saint-Joseph. L'Agence régionale de santé poursuit ses investigations, mais des opérations de démoustication ont d'ores et déjà été menées. Florence Bouchou, Christian Crans. Les Réunionnais confondent souvent les symptômes de la grippe et ceux de la dengue. Pourtant la différence est grande, la dengue est une maladie virale, d'ailleurs elle est transmise par les moustiques. La vraie dengue, quels sont les symptômes ? Alors la même chose que le chikungunya, des douleurs articulaires, de la température, des maux de tête, des signes digestifs, mais malheureusement celle-ci peut être mortelle puisqu'il peut avoir ce qu'on appelle des dengues ictéro-hémorragiques, où là on a des hémorragies, des atteintes rénales et la mort. Est-ce qu'on a vraiment des cas de dengue à La Réunion ? On en a vu beaucoup ? On n'en a pas vu beaucoup, non, c'est une maladie qui est peu fréquente, heureusement d'ailleurs, mais très souvent assimilée à un syndrome grippal. Où est-ce que la dengue est présente ? Dans quel pays particulièrement ? Alors pays du Moyen-Orient, pays de l'Afrique subsaharienne où il y a beaucoup de cas de dengue. Pour se préserver de la dengue, les précautions à prendre sont les mêmes que pour le chikungunya. Se protéger des piqûres de l'Aedes et détruire ses gîtes larvaires. Et en 2014, 34 cas de dengue ont été signalés, dont 9 importés et 25 autochtones. En 2015, seulement 5 cas autochtones ont été confirmés. Des pare-brises brisés, des capots cabossés, c'est le traitement de faveur auquel ont eu droit certains automobilistes circulant sur le boulevard Sud à Saint-Denis. En cause, des galets ou des fruits qui seraient jetés sur les voitures. Aurélie Constant. Vous êtes quelques-uns à avoir subi des jets de galets sur le boulevard Sud. Pare-brise ou vitres brisées, ces actes de vandalisme sont récurrents. Kemal, jogger habitué du boulevard Jean Jaurès, en a déjà été témoin au niveau du pont de la tranchée couverte. On s'amuse à jeter des cailloux et des mangues aussi, donc des fruits. Donc voilà, c'est la connerie humaine, on va dire. Et je me demande ce qu'ils font les parents, quoi. Donc c'est la question qu'il faut se poser. Ça peut être très grave pour nous, les automobilistes, quoi. Du côté des automobilistes, justement, cette violence gratuite inquiète. Qu'il ne faudrait pas le faire, parce que ce ne serait pas bon pour les automobilistes et même pour les passants, qui peuvent être gravement blessés ou bien par un jet de galet, on ne sait jamais comment ça se passe. Bah oui, sur les vitres et tout ça, les pare-brises, ça pourrait créer des accidents et tout ça. Fortuné est en colère contre les auteurs de ces actes. Il se souvient d'une journaliste décédée sur la route à cause de jets de galets. Je pense qu'ils n'ont pas compris le problème qui s'est passé il y a 4 à 5 ans de cela, concernant une journaliste, je crois, qui s'est fait un accident sur, je crois que c'est sur un pont où elle passait du moins. Et je crois que c'est dommage que les jeunes n'ont pas compris qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et plutôt chercher du travail à faire, plutôt que de s'amuser à lancer des cailloux sur les voitures. Certains ont même subi des jets de pétards ou même de bombes lacrymogènes, des actes très dangereux, source d'accidents pour les automobilistes. Et on reste sur la route avec une vaste opération de contrôle de vitesse menée hier par la gendarmerie entre Saint-Benoît et Saint-Pierre. Bilan, vous le voyez à l'écran, 31 infractions relevées, dont 21 excès de vitesse. À noter que cette opération a été menée de manière successive, c'est-à-dire sur plusieurs points de contrôle. Elle a notamment permis de verbaliser 2 fois le même automobiliste. Un excès de vitesse à Saint-Paul à 14h30, puis un autre à Saint-Leu, 1 heure plus tard. Ce drame à présent, mercredi dernier, un jeune homme de 25 ans s'est donné la mort. Il était homosexuel et n'acceptait plus le regard des autres et les insultes qu'il subissait. Nous nous posons aujourd'hui la question, 3 ans après le mariage pour tous, l'homosexualité est-elle bien acceptée ici à La Réunion? Êtes-vous choqué par ce suicide? Michel Ozou vous a posé la question.
En attendant l'ouverture des magasins, certains clients se mettent à l'ombre. Le suicide du jeune homme de l'étang Salé il y a 3 jours n'est pas leur sujet de conversation. Ils ne se connaissent pas entre eux. Mais quand on leur parle du drame, ils réagissent, ils se disent tristes et choqués. Ce qui m'a choqué, c'est que de nos jours, c'est déplorable de voir que des jeunes s'en prennent à des jeunes avec de tels propos et que le jeune en est arrivé à se suicider. C'est très grave. C'est un manque de compréhension, de tolérance. Déjà, on parle du mot différence. Pourquoi il y aurait un mot différence? Pourquoi il y aurait ce mot-là? C'est dommage. Je trouve ça dommage. À tout niveau, que ce soit un homosexuel, quelqu'un d'handicapé, il y a toujours un regard... une petite phrase, un petit sourire, une petite moquerie, bah ça c'est dommage. Vous comprenez son chagrin, sa détresse? Oui, bien sûr, je comprends. Parce que ils peuvent pas exprimer ce qu'ils ont envie d'être devant tout le monde en fait. Ils sont obligés de se cacher, privés de leur amour, même s'ils aiment un homme ou une femme. L'homophobie pour moi c'est un peu comme être raciste. C'est-à-dire on n'a pas choisi d'être né noir, blanc, même aussi homo en fait je pense. Donc pour moi c'est un peu déplacé, voilà. Et la mort du jeune homme méprisé pour son homosexualité continue de susciter des réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Les internautes affichent sur la toile leur horreur et leur incompréhension. Avec nous en plateau pour en parler, Stéphane Ducamp de l'association Horizon. Bonjour. Bonjour. Alors cette association lutte contre les discriminations. Déjà peut-être une première réaction aux propos qu'on vient d'entendre dans le reportage. J'étais ravi d'entendre cette dame qui disait l'homophobie c'est comme le racisme, on ne choisit pas sa couleur de peau. Je le maintiens, on ne choisit pas son orientation sexuelle ou son identité de genre, je pousserai un peu plus loin. Donc voilà, la tolérance je suis d'accord. Mais le respect, oui, c'est bien ce qui m'intéresse le plus. Tout individu mérite le respect. Mais aller jusqu'au suicide, parce qu'on est victime d'insultes au quotidien, est-ce que c'est prévisible, c'est choquant? Si chaque jour que je vous vois, je vous traite de blondasse, à la fin, ça s'appelle du harcèlement. Et à la fin, ça va mettre en fragilité votre état. Vous allez, si vous n'êtes pas entouré, si vous n'avez pas un peu de sérénité, vous risquez effectivement de mettre un terme à vos jours. C'est pas la première fois. Il y a eu d'autres suicides. La Réunion, c'est quand même 90 suicides par an. C'est 920 environ hospitalisations. C'est une tentative de suicide toutes les 3 heures, pour ainsi dire. Les choses vont pas si bien que ça. Et on sait à cause de l'homophobie. Pas forcément l'homophobie, mais on sait en tout cas que toute la problématique liée à la sexualité entraîne vraiment ces dérives qui mènent au suicide. Être traité de PD, c'est quelque chose de fatal, ça j'en conviens. Mais il y a pire, selon moi, l'homophobie encore... C'est du harcèlement. Donc, quand vous êtes... je l'ai vécu, moi, vis-à-vis de gens qui m'ont interpellé sur le sujet. Vous êtes un jeune homme et que vous travaillez dans une entreprise et qu'en l'occurrence, on vous dit... On ne vous traite pas de PD. On va vous dire, laisse, c'est un travail d'homme. L'homophobie, c'est ça, la réalité. L'homophobie, c'est beaucoup de silence, c'est beaucoup d'exclusion et c'est beaucoup de rejet. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Qu'est-ce que fait votre association, par exemple? Elle accompagne, principalement. On travaille avec un psy. Elle accompagne les parents quand on se pose des questions sur son gamin va pas bien. On sait qu'il y a quelque chose. Les 3 quarts du temps, quand on est parent, on le comprend à part entière. L'orientation sexuelle, s'il y a j'allais dire un souci, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre, le mieux, c'est presque de se faire aider par les associations. Nous, on est là pour accompagner, aider, accompagner à parler, à échanger avec ses enfants. C'est important. C'est vital. Ses enfants, ses amis, son frère, sa sœur, on sait qu'il y a un problème. Le harcèlement à l'école est connu. De toute façon, ça arrive très souvent. Se faire traiter de PD. PD, je reviens sur ce mot qui est rentré dans notre vocabulaire. Travail de PD, des choses comme ça. C'est là aussi à nous, en tant qu'adultes, de se censurer presque en disant il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer. C'est déplacé. C'est valable pour blondasse, c'est valable pour bougnoule, c'est valable même si c'est dans le dictionnaire, parce que j'ai vu... des gens me dire que c'était dans le dictionnaire, donc ça pouvait être utilisé. Non, ça ne va pas être utilisé. C'est un mot discriminant à part entière. Il y a tout un travail à faire là-dessus, mais de la part des adultes. Et sans accompagnement, bien sûr, il y a le risque... le risque de chez les plus jeunes. Ça, c'est clair que quelqu'un qui est en état, qui se construit psychologiquement, qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Moi, je suis ravi ce matin, grâce à nos passages télé, j'ai pu rencontrer une mère courage, j'appelle ça comme ça, une dame au port, que je salue, Gladys, au passage, que j'ai vu ce matin, qui m'a fait venir parce que justement, elle avait besoin d'être
qu'on lui file un coup de main pour voilà, parler. Vous donnez des pistes aux personnes en souffrance pour qu'elles puissent s'en sortir. Je vous remercie beaucoup, Stéphane. C'est moi qui vous remercie en tout cas de votre invitation. Et je rappelle le numéro d'urgence de votre association, qu'on peut vous joindre à toute heure si on a un problème et si on a besoin d'être aiguillé. Donc vous pouvez joindre l'association Horizon au 06 92 60 07 83. Merci beaucoup. Merci à vous. Rencontre à présent avec Younous Patel, réunionnais musulman. Le jeune homme vit à Paris. Il a été particulièrement touché par les attentats terroristes de 2015 et lutte aujourd'hui contre l'islamophobie et les amalgames. Un portrait signé Pierre Cissé. Je m'appelle Younous Patel, je suis parisien, mais avant tout je suis réunionnais, d'origine indienne, musulman et citoyen du monde. Je suis né à La Réunion d'une famille métissée, on va dire. Donc ma mère était une créole convertie, mon père était d'origine indienne, comme j'étais de confession musulmane. J'ai en même temps eu un enseignement religieux en dehors de mes heures de cours quotidiennes. Et ça m'a permis d'avoir toute mon éducation, de baigner à la fois dans la culture réunionnaise, la culture indienne, et cette culture également musulmane, parce que la religion musulmane, tout comme les autres religions à La Réunion, fait partie du paysage culturel. Dans l'Hexagone, l'islam est parfois assimilé aux attentats terroristes qui ont secoué Paris. C'est quelque chose qui me touche, d'une part. D'autre part, on attaque l'islam. Étant donné qu'on attaque l'islam, ça me fait quelque chose. On éprouve le besoin de se justifier si on se sent coupable. À partir du moment où on ne se sent pas coupable, on n'a pas à se justifier. Par contre, apporter des explications, des éléments pour aider les gens à comprendre, oui, ça peut arriver en fonction des situations, parce que les gens eux-mêmes sont tellement submergés de contre-informations et d'informations erronées vis-à-vis de l'islam et des musulmans que certaines personnes eux-mêmes sont trompées. Il y a un an, le terroriste Koulibaly a assassiné une jeune Martiniquaise, une victime de plus parmi celles de ces attentats. Nous, en tant que musulmans, on doit avoir une pensée pour ces gens, parce que déjà d'une part, on aurait pu être à leur place, et que avant tout, ce sont des créatures de Dieu. Et on a un devoir vis-à-vis de la création en tant que musulmans. Les musulmans se voient dépossédés de leur religion par des individus en guerre contre la société. La religion, c'est qu'un prétexte. Les vrais problèmes, c'est politique, pouvoir, domination, mainmise, sociale. Voilà. Younous Patel est ingénieur en informatique depuis 14 ans, mais il a une passion qui remonte à très loin. Il est collectionneur. J'ai cette passion qui date depuis mon plus jeune âge. Alors très vite, depuis l'âge de 13 ans, j'ai collectionné les timbres de La Réunion, donc je me suis orienté très rapidement vers une spécialité. Et au fur et à mesure, j'ai délaissé les timbres pour plus m'orienter vers l'histoire postale. C'est-à-dire comprendre tout ce qui s'est passé auparavant, les différentes liaisons maritimes, les tarifications, tout ce qui permettait de pouvoir s'échanger le courrier et qui, à cette époque, était quelque chose de fondamental. Younous n'est pas sûr de rentrer un jour à La Réunion. Même si le soleil me manque, les montagnes me manquent, la mer me manque, c'est juste un déracinement géographique. Et en métropole, le Conseil du culte musulman organise une grande opération portes ouvertes ce week-end dans les mosquées pour, je cite, initier un dialogue et casser la méfiance. Nous vous en parlions hier, les frais bancaires en hausse en 2016. Plus de 100 banques françaises ont décidé d'alourdir la facture de leurs clients et cela devrait concerner 70% des Français. Pourquoi ce choix des banques d'augmenter les frais de tenue de compte et le prix des cartes bancaires? Comment l'expliquer? Élément de réponse avec Christelle Méral. Faire payer le client pour la simple tenue de son compte, c'est devenu la règle. Désormais, la BNP facture 30 € par an. La Société Générale, 24 €, idem.
pour le Crédit du Nord et ça passe mal. Je suis contre, il n'y a pas de raison, voilà. Parce que quand on dépose de l'argent, elle garde l'argent, elle génère des revenus dessus, et donc voilà, il n'y a pas de raison qu'il y ait de frais de tenue de compte. Je pense que les banques sont assez riches. Non, ça, ils n'ont pas besoin encore d'augmenter leurs tarifs. Le motif des banques, des investissements informatiques. Résultat, les frais de tenue de compte explosent pour les particuliers. 9,20 € en 2015, 16,30 € aujourd'hui, soit 77% d'augmentation en un an. Et difficile d'y échapper. 57% des Français les payaient en 2015, 83% aujourd'hui. Des frais en hausse, c'était déjà le cas il y a 20 ans, comme le montre ce reportage. Il y a des tarifs qui montent. Pour un rejet de chèque, plus 389%. Ça me met de méchante humeur, mais je pense que je suis beaucoup trop négligente, comme tout le monde. Pourtant, plusieurs textes ont limité les commissions. 2004, loi sur les clôtures de compte. 2009, loi sur les chèques. Et 2013, loi sur les découverts. Mais les banques réussissent toujours à inventer de nouveaux frais. Il faudra que les pouvoirs publics concernant les frais de tenue de compte décident soit d'une prohibition pure et simple, soit à tout le moins d'un plafonnement à des valeurs qui devraient voisiner 6 ou 7 € par an. Cette année, les frais augmentent aussi sur les cartes bancaires, plus 1,10 €. Dans certains établissements, il faut compter 1 € pour un retrait dans une autre banque que la sienne. Et face à ces poids lourds, une nouvelle concurrence, celle des banques en ligne. Réputées pour leurs tarifs ultra compétitifs, elles essaient de plus en plus de séduire des clients. Mais sont-elles fiables? Aujourd'hui, 8% des Français, en tout cas, ont fait ce choix. Margot Manière. La solution pour quitter votre agence traditionnelle, la banque en ligne. Mais les frais sont-ils plus bas? Selon la directrice de cette banque 100% Internet, rien à voir avec un établissement classique. Tous les virements sont gratuits, la carte bancaire est gratuite, voilà, il n'y a pas de commission d'intervention. L'an dernier, en 2015, nos clients ils ont payé en moyenne 12,50 € de frais par an. Les associations de consommateurs le confirment, les frais sont 8 fois moins élevés qu'une banque traditionnelle. Alors quelle est leur recette? Ces banques n'ont pas d'agence, un petit établissement avec 3 salariés coûte 320 000 € par an. Les coûts de fonctionnement sont aussi beaucoup plus bas car le service est minimum, pas de conseillers dédiés et des discussions uniquement par téléphone ou par chat. Quelles sont les limites? Les frais gratuits ne sont offerts qu'à certains clients, c'est ce que dénonce cette association de consommateurs. Il faut faire attention parce que les banques en ligne communiquent beaucoup, du moins certaines, sur la gratuité de la carte, mais cette gratuité est soumise à conditions. Par exemple, vous devez avoir un seuil minimum de revenus ou de l'épargne, bien évidemment, dans leur compte. Derrière ces banques en ligne se cachent les grands établissements. Boursorama est une filiale de la Société Générale, Hello Bank de BNP Paribas, Fortunéo du Crédit Mutuel. Un moyen de récupérer sur Internet les clients qui ne veulent plus entendre parler de la banque traditionnelle. Nous partons en Belgique où l'enquête sur les attentats du 13 novembre se poursuit. 10 personnes ont été à ce jour inculpées et du matériel destiné à la préparation d'explosifs a été retrouvé hier à Bruxelles avec une empreinte digitale, pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de celle de Salah Abdeslam. Lilia Melcogno. C'est dans ce quartier du nord de Bruxelles que les autorités belges ont découvert de nouvelles traces de Salah Abdeslam. En perquisitionnant un appartement dans cette rue, les enquêteurs ont trouvé son empreinte, mais aussi du matériel destiné à la préparation d'explosifs. Le même ayant servi pour les attentats du 13 novembre au Stade de France, au bar Le Comptoir Voltaire, mais aussi au Bataclan. L'homme le plus recherché d'Europe est-il passé dans l'appartement après les attaques? C'est ce que les enquêteurs tentent de déterminer en retraçant son parcours. Salah Abdeslam avait loué 2 chambres dans un appart-hôtel, ici, à Alfortville, en banlieue parisienne, le 12 novembre, la veille des attentats. Sa trace avait ensuite été retrouvée dans le 18e arrondissement de Paris. Il y avait abandonné 7 Clio noirs le soir des attaques. Son téléphone avait ensuite été détecté dans le sud de la capitale, à Montrouge. C'est là que les enquêteurs ont trouvé une ceinture d'explosifs abandonnée sous des déchets. C'est ici que 2 amis seraient venus le chercher dans la nuit des attentats pour le déposer en Belgique le lendemain, le 14 novembre, en début d'après-midi, précisément dans ce quartier de Schaerbeek, où son empreinte digitale vient d'être découverte. Mais l'homme, lui, reste toujours introuvable.
Dans le reste de l'actualité internationale, l'arrestation de l'un des plus grands barons de la drogue. Il est mexicain, il est surnommé El Chapo et il était en fuite depuis juillet dernier après son évasion spectaculaire d'une prison de très haute sécurité. Clément Le Goff. C'était l'un des hommes les plus recherchés au monde. El Chapo, l'un des plus grands trafiquants de drogue mexicains. Tout le monde se rappelle de son évasion spectaculaire en juillet dernier. Sous l'œil des caméras de surveillance, le baron de la drogue fait les 100 pas dans sa cellule. Puis il entre tranquillement dans le carré des douches et disparaît. Et voilà ce que les gardiens de la prison découvriront. Un tunnel par lequel El Chapo s'est fait la malle. 1,5 km de distance que le détenu a parcouru sur cette moto fixée à des rails. Depuis 6 mois, El Chapo était en cavale. Mais il y a moins d'1 heure, le président mexicain a fait cette annonce sur Internet. Mission accomplie, nous l'avons eu. Je veux informer les Mexicains que Joaquín Guzmán Loera a été arrêté. Retour à la casse-prison pour El Chapo. C'est la 3e fois que le narcotrafiquant retourne derrière les barreaux. Retour en France avec une histoire étonnante, touchante, celle d'un petit garçon en Mayenne. Alors que son père venait de faire un malaise cardiaque, l'enfant de 5 ans a enfourché son vélo pour tenter de prévenir les secours et notamment sa mère qui était absente. Thomas Paga. En rentrant de l'école, Kevin Jenné et sa sœur se jettent dans les bras de leur père. Et ça, c'est peut-être grâce à lui. Mercredi soir, le petit garçon de 5 ans découvre son père au sol, au milieu du couloir. Alors, il a un réflexe. En pleine nuit, il enfourche son vélo et part chercher de l'aide. Il m'a trouvé par terre. Il a dû entendre le bruit. Je pense ouais, quand tu es tombé. Et aussitôt, il a été chercher sa sœur pour le mettre à côté de moi. Et après, il est parti. En fait, le petit garçon est parti chercher sa mère, qui travaille de nuit à 10 km de là. À 22h30, alors qu'il est à mi-chemin, 2 automobilistes l'arrêtent dans cette côte. Il était en stress, il était frigorifié. Trempé. Mais bizarrement, une fois qu'on l'a remis dans la voiture et qu'on l'a calmé, bah ouais, toutes les questions qu'on a pu lui poser, il nous répondait calmement et non, petit bonhomme courageux. Par chance, cet homme est un ami d'enfance du cousin de Kevin Jenné. Une demi-heure plus tard, son père est pris en charge par les secours. Sa mère n'en revient toujours pas. Tu es d'accord, Kelly? Oui. Ok, bon. Il a su bien se débrouiller, vraiment. Donc, comme quoi, il faut faire confiance à ses enfants. Voilà. Quand on aime, on est prêt à tout pour aider les gens qu'on aime. Je pense qu'il a réagi comme ça. Le petit garçon est retourné à ses jeux d'enfant. Bientôt, il remontera sur son vélo, en balade avec son père. L'histoire d'un autre héros d'un jour, un jeune plongeur aux îles Canaries cette fois. Armé d'un simple couteau, il a réussi à libérer une baleine prise au piège dans un filet de pêche. Le récit d'Olivier Gélin. La scène se déroule aux Canaries, au large de l'île de Fuerteventura. Imaginez l'étonnement de César Espino et de ses amis. Ils nageaient au large quand une bouée attire leur attention. La bouée se déplace rapidement et elle traîne derrière elle un filet. Perplexe, le groupe de vacanciers s'approche prudemment et découvre, sous la bouée, une baleine de 15 mètres, prise au piège dans un filet de pêche. Le mammifère ne peut ni ouvrir la bouche, ni remuer la queue. Il est épuisé. Par chance, César Espino a avec lui un couteau. Commence alors une opération de secours, un va-et-vient avec la surface. L'animal se laisse faire, il comprend presque ce qui se passe. Mieux, la baleine remontera légèrement à la surface pour permettre au plongeur de la dégager. L'opération ne durera que quelques minutes. La baleine quittera les nageurs ensuite pour les profondeurs abyssales. Quant à César, sur Facebook, il est devenu l'empereur de la toile. Épatant. Va-t-il faire beau ce week-end? Pour le savoir, nous allons rejoindre Evelyne Nirlo. Evelyne, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, ce week-end, est-ce que ce sera plutôt plage et pique-nique ou séance de DVD?
Eh bien, bonne nouvelle, ce sera plutôt plage et pique-nique parce qu'il va faire beau. Nous sommes dans un flux de secteur est-sud-est associé à une masse d'air sèche. Et puis, on a la présence d'une belle inversion située aux alentours de 1500 à 1800 mètres. Donc, les plus hauts sommets émergeront. La couverture nuageuse donc seront au soleil. Les passionnés donc de randonnée pourront profiter de belles conditions sur les sentiers. Et puis, de belles conditions également, un très beau temps sur la région des plages avec un régime de brise qui va prédominer pour ceux qui préfèrent la mer. Et puis, demain, on devrait rester dans